La dernière partie sur le tournant libéral et l'expérience parlementaire, donc 1859-1870, donc la deuxième décennie du Second Empire. Le durcissement du régime contre l'opposition est passager, et Napoléon III entame une libéralisation du régime. Une amnistie est votée pour les proscrits de 1852 qui rentrent en France, sauf quelques irréductibles comme Victor Hugo, Edgar Quinet ou Louis Blanc. On a longtemps attribué cette évolution à des causes fonctionnelles. Sentant que ses soutiens traditionnels, l'Église, la droite conservatrice et les milieux d'affaires l'abandonnent, il aurait cherché de nouveaux soutiens et ce mouvement de libéralisation aurait été plus subi que voulu. Mais on peut aussi penser que cette évolution est plus structurelle. Alliant césarisme et soutien populaire, le régime se doit d'évoluer. Et Napoléon III l'a annoncé dès 1853 en disant que la liberté ne vient qu'après une consolidation du régime. La modernisation du pays ne peut pas s'appuyer sur le conservatisme. L'opposition républicaine se reconstitue avec la loi d'amnistie, mais surtout une nouvelle génération, autour de Jules Ferry, Émile Littré et Léon Gambetta. Elle se développe dans les salons et à l'université plus que dans la rue et cherche à faire oublier le spectre rouge de 1848 en dessinant une république modérée pour séduire les classes moyennes. Anticléricaux, ils bénéficient de la libéralisation de la presse amorcée en 1860 et attaquent avec esprit le régime, notamment dans La Lanterne. L'opposition socialiste se réorganise à partir de 1860, mais elle est privée de ses éléments les plus révolutionnaires et elle est freinée par l'attitude conciliatrice de l'empereur. En effet, il pratique la politique de la main tendue en échange d'une acceptation du régime. Il gracie les meneurs d'une grève, aide une délégation d'ouvriers à aller à l'exposition universelle de Londres. La section française de l'AIT, l'Association internationale du travail, créée en 1864, adopte une ligne originale en réclamant des réformes sociales, mais sans s'opposer directement à Napoléon III. Mais elle abandonne cette attitude à partir de 1867 parce que Auguste Blanqui et Jules Vallès militent pour une république sociale. L'opposition des milieux d'affaires se focalise sur le traité de libre-échange de 1860 et l'opposition de l'Église se fixe sur la laïcisation scolaire menée par Victor Duruy et sur la question romaine. Dans son appui à Cavour et à l'unité italienne, Napoléon III publie une brochure en 1859 qui s'appelle Le Pape et le Congrès, dans laquelle il dit que le pape doit accepter le démembrement de ses États pour faciliter l'unité italienne. Mais la condamnation par le pape de ses propos engage un revirement chez Napoléon III, qui s'obstine ensuite à protéger les États pontificaux réduits à la ville de Rome depuis 1866. L'armée française empêche les troupes de Garibaldi de prendre Rome en 1867. La deuxième sous-partie, un tournant libéral souhaité, donc 1859-1868. Par le décret du 24 novembre 1860, l'empereur redonne le droit d'adresse au corps législatif et au Sénat. Ainsi, le corps législatif peut amender partiellement les textes de loi et désormais, les projets de loi sont défendus par des ministres sans portefeuille. Les débats parlementaires sont maintenant publiés au journal officiel. Le Senatus Consulte du 31 décembre 1861 permet au corps législatif de voter annuellement le budget de chaque ministère. À partir de 1862, il contrôle les finances du pays. Aux élections de 1863, l'opposition républicaine se reconstitue en acceptant de combattre le régime de l'intérieur. Les bonapartistes obtiennent 250 élus, les républicains et libéraux 32. En 1864, Adolphe Thiers, devenu l'un des chefs de l'opposition libérale, prononce un fameux discours sur les libertés nécessaires. Napoléon III écarte Persigny et s'entoure d'hommes nouveaux comme Victor Duruy, républicain modéré et laïque, convaincu comme ministre de l'instruction publique. Il crée un ministre chargé de représenter le gouvernement devant la Chambre, ce qui accélère le passage à un régime parlementaire. La libéralisation s'accélère à partir de 1864. La loi du 11 mai 1868 sur la presse, avec suppression de l'autorisation préalable, du système des avertissements et la réduction du droit de timbre. La loi du 6 juin 1868 sur la liberté d'expression. La loi du 25 mai 1864 qui supprime le délit de coalition ouvrière, ce qui permet les grèves. La loi du 21 mars 1866 qui permet la formation de syndicats. La loi du 26 juillet 1867 sur la création de chambres syndicales et de coopératives ouvrières.
et en 1868, le droit de grève et le droit syndical sont reconnus officiellement par l'État. Malgré cette libéralisation, Napoléon III a gardé Rouher, qui minimise les décisions de l'empereur. Certaines lois sont mises en pièces au corps législatif. Le projet de Victor Duruy sur un enseignement primaire gratuit et obligatoire et un enseignement secondaire pour les jeunes filles se heurte à l'opposition de l'impératrice et de Rouher. La réorganisation de l'armée, voulue par l'empereur à la suite des batailles de Magenta et de Solferino, est mal défendue par le ministre de la Guerre, le maréchal Niel, qui n'aboutit à aucun changement. La politique extérieure connaît quelques ratés, comme l'expédition du Mexique. L'Angleterre, l'Espagne, l'Autriche et la France veulent renverser le président Benito Juárez au pouvoir depuis 1858, car il ne rembourse pas ses dettes envers les Européens. En novembre 1861, les troupes débarquent et amènent avec elles le nouvel empereur du Mexique, l'archiduc Maximilien, frère de l'empereur d'Autriche François-Joseph. Mais les Anglais et les Espagnols se retirent en avril 1862 et laissent les Français soutenir ce nouvel empereur. Ils prennent Mexico le 7 juin 1863 et installent Maximilien en avril 1864. Après 3 ans de lutte contre la guérilla de Suarez, soutenue par les États-Unis, les Français se retirent pour éviter un enlisement. 4 mois plus tard, abandonné, Maximilien est fusillé le 19 juin 1867. De même, le rééquilibrage européen est un échec. La Prusse bat lourdement l'Autriche à Sadova en 1866 et semble capable de réaliser l'unité allemande. La France n'a plus d'alliés pour faire face à sa montée en puissance. L'Autriche est devenue secondaire, l'Italie s'est détournée à cause de la question romaine et l'Angleterre se méfie à cause de l'expédition mexicaine. Le Grand C est justement cette dernière évolution vers le système parlementaire entre 1869 et 1870. Les réformes entreprises aboutissent à changer la nature du régime. Cette période voit en fait les contradictions originelles se résoudre. Pour les élections de 1869, la campagne médiatique favorise l'opposition. Gambetta prononce un célèbre discours à Belleville qui propose un programme d'action républicaine qui va servir de base idéologique à la Troisième République, demandant des réformes sociales et la séparation de l'Église et de l'État. Ainsi, on trouve 4 grands courants. Les républicains révolutionnaires, menés par Gambetta, qui forment 30 députés. Un vaste centre, formé des partisans de l'Empire libéral, derrière Émile Ollivier, un ancien républicain, et donc 125 députés. Les royalistes, 41 députés, et ce qu'on appelle les mamelouks, qui obtiennent 90 députés, c'est-à-dire un rassemblement hétérogène de bonapartistes historiques qui veulent un retour à l'empire autoritaire. À la suite de ces élections, Napoléon III écarte Rouher et accroît les pouvoirs du corps législatif par le Senatus Consulte du 8 septembre 1869. Élection du président du corps législatif, initiative des lois, vote du budget, droit d'amendement, et les ministres peuvent être choisis dans les chambres mais dépendent de l'empereur. Napoléon III reconnaît même en nommant Émile Ollivier, ex-républicain, que le chef de gouvernement doit être choisi parmi les membres du parti majoritaire. Le Senatus Consulte du 20 avril 1870 établit une nouvelle constitution qui fait du Sénat une chambre haute qui perd son pouvoir constitutionnel. Les ministres concourent au gouvernement et sont responsables devant les députés. Le ministère Ollivier est difficile à former. Il doit faire face à une agitation à Paris et une agitation sociale, notamment dans les usines Schneider du Creusot, qu'il fait réprimer par l'armée. Il connaît aussi l'opposition des Républicains et du tiers-parti, parti libéral de tiers. Il mêle une politique libérale et conservatrice pour satisfaire les milieux d'affaires, les conservateurs et les cléricaux. Il réprime l'opposition républicaine et veut mettre fin au libre-échange. Pour rendre irréversible cette nouvelle constitution parlementaire, Napoléon III recourt au plébiscite le 8 mai 1870. L'issue est incertaine car le peuple n'a pas été appelé à voter depuis 1852 et que l'opposition républicaine s'agite. Mais les résultats donnent 80% de oui, ce qui montre le soutien des masses rurales et des orléanistes, car l'Empire apporte ordre et prospérité économique. Le régime est alors légitimé de nouveau, et Napoléon III espère la survie du régime au-delà de sa seule personne. Et donc on va voir, grand D, la chute inattendue du régime. Ce n'est donc pas un système à bout de souffle qui s'effondre comme précédemment. C'est ce qui fait l'originalité de cette fin. Mais il reste un régime personnel construit autour d'un césarisme, donc la fin de César entraîne la fin du régime.
et c'est là l'échec de Napoléon III qui n'a pas su trouver comment légitimer ses successeurs, pérenniser le régime. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Le 1er septembre, 124 000 soldats français sont encerclés par 250 000 Allemands dans la cuette de Sedan. Le 2 septembre, Napoléon III capitule. Pendant ce temps, le 9 août, Émile Ollivier est renversé et remplacé par le comte Polycao avec l'aide des Mamelouks. La confusion règne à l'annonce de la capitulation. Le 3 septembre, une foule disparate envahit l'Assemblée et le 4 septembre, quelques députés républicains, dont Jules Ferry et Léon Gambetta, proclament le gouvernement provisoire de la République à l'Hôtel de Ville. En conclusion, le Second Empire est le plus long règne de notre histoire contemporaine. Il illustre une des traditions politiques françaises issues de la Révolution française, le recours à l'homme présidentiel, seul capable de résoudre les problèmes d'un régime qui fonctionne mal, faute de consensus sur les institutions. Il n'a pas réalisé tous les objectifs affichés lors des discours de Bordeaux de 1852, échouant notamment à assurer l'harmonie sociale et à donner à la France un rôle moteur dans la Nouvelle Europe. Mais on lui doit la pérennisation du suffrage universel, le début d'une politique sociale, la naissance de l'empire colonial et la mise en place de structures économiques modernes. L'empire a su durer en évoluant et en se libéralisant.